Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous présente dans cette vidéo quelques pistes d'analyse thématique et aussi technique de la boîte à merveilles. Donc, la boîte à merveilles, donc un objet de compensation. Dans ce roman, le narrateur puise dans sa mémoire forte les ingrédients indispensables pour revivre les souvenirs passés et évoquer certains événements qui ont marqué son passé, qui ont marqué son enfance. Il ressuscite le passé pour le revivre, le revoir, ou plutôt le questionner, l'examiner. Il évoque certains faits qui ont participé à sa formation et à son initiation, son apprentissage. Certaines figures et certains rites ont suscité son indignation. Les comportements de la mère, l'école coranique, l'absence du père. D'autres ont éveillé sa curiosité. La visite du saint, les rites de la voyante, la mort et son rituel. La boîte à merveilles est un récit rétrospectif qui débute par un déséquilibre psychologique et existentiel du héros, donc la solitude, le début. N'oubliez pas, le chapitre 1. Le narrateur, de son regard d'adulte, tente, en remontant aux jours écoulés, de mettre le doigt sur les sources de cette solitude qui l'écrase. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Incipit du roman, l'incipit. En effet, dès sa première enfance, et précisément à l'âge de 6 ans, l'enfant n'arrive pas à établir un pont de communication avec l'entourage immédiat, surtout la famille, et le milieu social où il progresse, l'école, le voisinage, la rue, etc. Cette situation de manque et de conflit déconcerte l'enfant et le pousse à trouver dans un autre univers les sources de compensation et l'intégrité intérieure. Il guette un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il veut en faire son compagnon, uniquement son compagnon. Cet échec aggrave la situation de l'enfant et le voue à la quête d'un refuge. C'est la boîte à merveilles qui offre alors à l'enfant la matière propre à son alchimie ésotérique et son penchant pour le rêve. Comme l'incipit. L'excipit accentue le poids de la solitude et indique que la boîte à merveilles est en même temps le point de départ et le point d'arrivée. Elle est un refuge et une source d'élévation, évasion et d'épanouissement. L'acquisition de l'art de raconter, c'est une autre entrée thématique, bien sûr. Donc, l'acquisition de l'art de raconter. Notre culture et notre imaginaire ne peuvent certainement échapper à l'influence d'une tradition orale onéreuse qui sert de voie pour véhiculer les traditions, des coutumes, des rites, des croyances. Originaire d'une famille modeste, le narrateur décrit en détail son milieu dans les moments de joie, fête d'Ashura, et dans les instants de triste et de deuil, mort, disparition par exemple de Zineb, la perte du capital de son père, etc. Donc cette curiosité, cette sensibilité, ce désir de comprendre et non d'imiter orne le parcours d'apprentissage de l'enfant. Oui, bien sûr. Narrateur, surtout Sidi Mohamed, donc ne cesse pas de dire qu'il est totalement différent de ses compagnons. En effet, certaines figures ont marqué l'univers de l'enfant. La mère, l'épicier, le père. Ces trois instances possèdent l'art de raconter. Sa mère a la qualité de raconter et de décrire la réalité en détail.
Sa mère a la qualité de raconter et de décrire la réalité en détail, tout en théâtralisant les situations, gestes, mimiques. Nous pouvons évoquer les contes des Mille et une nuits de Scheherazade. Celle-ci avait tous les atouts pour charmer le roi. La mère du narrateur a aussi la beauté et l'art de raconter. Elle est capable de retenir l'attention du public par la manière. Elle crée des situations de suspense pour ne pas ennuyer l'auditeur. Cependant, l'enfant qui apprécie cette qualité lui oppose ce défaut de la narratrice qui consiste à exagérer dans la représentation des faits et de l'imitation des personnages. Le lendemain du bain, ma mère ne manquait pas de raconter la séance à toute la maison avec des commentaires détaillés ou abondés, les traits pittoresques et les anecdotes. Pardon, je réduis la luminosité. Parce que ça me fait mal aux yeux. Donc on a dit ou abonder les traits pittoresques, les anecdotes. Elle mimait les gestes de tel shérifa comme dans le quartier. Page 13. Par ailleurs, une autre figure a influencé l'enfant. Il s'agit de l'épicier Abdullah. Celui-ci fascinait le petit Sidi Mohammed par ses récits exotiques et pittoresque. Ce conteur énigmatique a la passion de raconter et le don de charmer son auditeur. Les uns l'aiment, les autres le détestent, sans le lui dire. Mais tous l'écoutent, subjugués. Par ailleurs, je relis cette idée, c'est très important. Une autre figure a influencé l'enfant, il s'agit de l'épicier Abdullah. Celui-ci fascinait le petit Sidi Mohammed par ses récits exotiques. Et puis attention, quand on a une histoire dans l'histoire, la narration dans la narration, parce qu'on a déjà l'histoire principale qui est l'histoire de Sidi Mohammed, à l'instant de cette histoire, à l'intérieur de cette histoire, on a une autre histoire, c'est ce qu'on appelle la narration ou un narrateur métadiégétique. En ce qui concerne le théâtre, ça s'appelle la mise en abîme. On va en parler en classe. Ce conteur énigmatique a la passion de raconter et le don de charmer son auditeur. Les uns l'aiment. C'est-à-dire l'épicier, Abdullah. Les autres le détestent sans le lui dire, mais tous l'écoutent subjugués. Abdullah ne se préoccupe pas de l'accueil et du sort réservé à ces histoires diaprées par la poésie, le mystère, la féerie, l'exotisme. Abdullah, l'ami de Dieu, selon les paroles de l'Habib, n'accorde pas de l'importance au jugement des autres. Ce qui l'intéresse, c'est de dire quelques secrets et de confier des paroles au temps et à la mémoire. L'hétérogénéité du public et de ses goûts n'est pas un obstacle devant son désir de raconter, de narrer, de conter. Les histoires d'Abdullah subissent le sort de toutes les histoires que se transmet l'humanité à travers les âges. Ceux-ci en rient, ceux-là en pleurent, ceux-ci sont sensibles à leur forme extérieure, ceux-là savent en interpréter les signes. L'univers de l'épicier a donc meublé l'horizon intérieur de Sidi Mohammed et son imaginaire. L'enfant admire ses qualités d'indifférence et d'habileté qui nourrissent la passion permanente d'Abdullah et qui contribuent à sa célébrité. Si nous comparons ces deux figures, Abdullah et la mère de Sidi Mohammed, nous constatons qu'il y a des divergences entre eux au niveau de la mise en récit. La mère trouve du plaisir à représenter des scènes quotidiennes d'une façon exagérée et ironique et accorde de l'importance à son public. Mais Abdullah choisit sa matière surtout dans des récits épiques, merveilleux de l'héroïsme et ne semble pas aliéné par l'univers de réception des auditeurs. Donc il ne s'intéresse pas à la réception, au lecteur, tout simplement.
L'auteur a certainement vécu son enfance dans un milieu où l'univers culturel et symbolique est influencé par la culture transmise par le biais de la tradition orale. Sa mémoire infaillible contient les traces de certains personnages ayant l'art de raconter et le don de subjuguer l'auditeur malgré la diversité de leurs points de vue. La mère, l'épicier, le père. Piste de lecture de l'incipit. Déclencheur du récit. L'équilibre initial coïncide dans la boîte à merveilles avec une prise de conscience d'une carence, d'un manque. Moi, je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids et se transforme en rupture. La nuit et le poids de la solitude déclenchent le récit. Le narrateur, l'adulte, se penche sur... Pardon. Perdón, lo siento. Perdón. La nuit et le poids de la solitude déclenchent le récit. Le narrateur, l'adulte, se penche sur son passé à la recherche de réponses possibles. Ma solitude ne date pas d'hier. Page 3. Ou de réconfort. La nuit et le poids de la solitude déclenchent le récit. Le narrateur, l'adulte, se penche sur son passé à la recherche de réponses possibles. Ma solitude ne date pas d'hier. Page 3. Ou de réconfort pour égayer ma solitude, pour me prouver que je ne suis pas mort. L'enquête se construira sur la mémoire fabuleuse héritée de l'enfant de 6 ans. Si fraîche, les moindres événements si gravés en images ineffaçables. Cet album, les outils de l'enquêteur sont donc les images d'un album. Portraits et paysages se succéderont au fur et à mesure qu'il en tournera les pages. L'abondance de l'imparfait est justifiée par la dominance du descriptif. La nostalgie orne le récit de couleurs, de parfums et de tendresse. La perception de l'enfant l'entraîne dans le monde du merveilleux et de la magie. En ce qui concerne l'espace fonction, il permet un itinéraire. Le déplacement de l'enfant s'associe à la rencontre de l'aventure et à la quête de la connaissance. On peut réduire l'itinéraire dans le cas de Sfriwi à un schéma simple. Deux types de bases dominants, l'aller, retour, l'initiation et la conquête. L'enfant revient toujours à son point de départ, la maison, plus exactement la pièce occupée par la famille. L'espace offre un spectacle plus qu'il ne sert de décor à l'action. Cette dernière n'étant pas privilégiée, il est soumis au regard du personnage. L'enfant se dresse en spectateur. La relation entre le lieu et son état d'âme est forte. Une correspondance symbolique s'établit entre l'enfant et le lieu décrit. Donc, je relis cet élément-là, c'est très important. Il permet, donc, on a dit, l'espace permet un itinéraire. Le déplacement de l'enfant s'associe à la rencontre de l'aventure et à la quête de la connaissance. On peut réduire l'itinéraire dans le cas de Sfriwi à un schéma simple. Deux types de bases dominants, l'aller, retour, l'initiation et la conquête. L'enfant revient toujours à son point de départ, la maison plus exactement, la pièce occupée par la famille. L'espace offre un spectacle, puisqu'il ne sert de décor à l'action. Cette dernière n'étant pas privilégiée, il est soumis au regard du personnage. L'enfant se dresse en spectateur. La relation entre le lieu et son état d'âme est forte. Une correspondance symbolique s'établit entre l'enfant et les lieux décrits. Organisation.
On peut facilement constater des oppositions symboliques. On peut facilement constater des oppositions symboliques et fondamentales. Souvenir binaire, clos, ouvert, sombre, éclairé, espace réel, rêvé. Ceci permet une analyse, une mise en place de l'ambiance du secret, de l'étrange et du mystère imprégnant le récit dès son ouverture, de l'ambiance des contes merveilleux. Représentation. La narration prend en charge les éléments descriptifs concernant le cadre de l'action. L'enfant explore progressivement le cadre, la ruelle, le mcide, la rugief et le bain mort. La description est dynamique. La ruelle est court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison. La maison au rez-de-chaussée, au premier et le deuxième étage. Les temps. Comme dans les contes de fées, par exemple, les contes de Madame de Loire, Oiseau bleu, par exemple, etc. Le temps est vague, imprécis, flou. Premier repère, l'âge du personnage principal, 6 ans. L'enfant narrateur a une conception du temps motivée par l'attente, celle de son père chaque soir, et celle de grandir. L'écoulement du temps est saisi dans une logique arithmétique. Matin et soir font une journée, les jours font des mois, les mois des saisons, et les saisons l'année. Une journée ordinaire est marquée par le réveil, le mcide, les jeux, les conversations des voisines et le retour du père. Tard le soir, les jours de la semaine retracent plus des activités habituelles. Lundi, jour de lessive. Mardi, journée particulièrement redoutée. Homicide, un événement exceptionnel comme un retour précipité du père à la maison ou la visite d'un étranger constituera un repère. Ainsi, l'Ashura, fête qui va bouleverser le train quotidien de l'enfant. Les différentes visites de Laila Aïcha, le départ du père vont permettre de construire une suite justifiant un déroulement chronologique. Les indicateurs de temps renforcent cette chronologie par le marquage des saisons, l'hiver, chapitre 3 chapitres, le printemps, 4 chapitres et l'été, 5 chapitres. On peut alors aisément estimer la durée du récit à 3 saisons et avancer que le narrateur enfant approche de ses 7 ans à la fin du roman. Attention, l'hiver, 3 chapitres. Le printemps, on n'a pas affaire à l'automne, attention. Le printemps, 4 chapitres et l'été, 5 chapitres. Elle était 3, 4, 5. Ok, 3, 4, 5. Il faut garder cet ordre-là. On peut alors aisément estimer la durée du récit à 3 saisons et avancer que le narrateur enfant approche de ses 7 ans à la fin du roman. Les personnages. Le lecteur découvre tous les personnages qui vont l'accompagner le long du récit. Point. Ils sont livrés dans un ordre lié à notre découverte des mondes de l'enfant. Ceux qui ont participé à nourrir son monde fabuleux, la voisine du nez de chaussée, Kenza, une voyante par ses pratiques magiques et rituels, Abdullah l'épicier par ses contes et son père avec ses discours sur le paradis et l'enfer. Ceux qui font partie de son quotidien, les voisins du premier c'est euh, la Oued, fabricant de charrues, sa femme Rahma et leur fils Zineb. Alors je relis cette idée-là. J'étais inattentif. Donc ceux qui ont participé à nourrir son monde fabuleux, la voisine du rez-de-chaussée Kenza, une voyante par ses pratiques magiques et rituels, Abdullah l'épicier par ses contes et son père avec ses discours sur le paradis et l'enfer. Ceux qui font partie de son quotidien, les voisins du premier, si Awed, fabricant de charrues, sa femme Rahma et leur fils Zineb. La voisine du deuxième étage, Fatma Bziouia, les autres enfants de son âge, Omsid, son maître d'école et l'âge, pour sa première visite à la maison.
L'esquisse des portraits est un peu particulière, rarement des descriptions physiques, un nombre limité d'outils. Pour la description, dont le nom, le sexe, l'âge, le métier, les vêtements, le statut social, la relation familiale, les paroles, etc. Les événements. Le genre policier commence par un fait accompli. Il y a un meurtre et l'enquêteur est chargé de trouver l'assassin. Le roman de Sfriwi s'aligne quelque peu sur ce genre. La solitude et la mélancolie sont ce fait accompli et le narrateur doit revenir en arrière, en chercher les origines. Ses témoins et ses pièces à conviction sont les images de cet album qu'est la mémoire de l'enfant. Donc juste pour le respect du devoir, c'est écrit par le monsieur le professeur, par Sadiq Saïd. D'accord. C'est ce travail que l'on présente dans cette vidéo. D'accord. C'est écrit juste pour le droit, le respect des droits de l'auteur, tout simplement. Donc c'est l'étude de ce roman par monsieur le professeur Sadiq Saïd. Ma mémoire était une cire fraîche et les événements si gravés en images ineffaçables. Il me reste cet album. Première image, un enfant seul, cherchant vraiment à attraper un moineau, à l'écart des enfants de son âge et étranger à leur jeu. Un enfant troublé par les rituels de la voyante, démons et sorcières, hante son imagination. Un enfant fasciné par les contes de Abdullah, l'épicier et les discours de son père sur la mort, le paradis et l'enfer. La séance du bain mort baisse, entrevoir cette relation entre le présent et le passé. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Une vague appréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. Les temps du récit dans l'incipit. Une ouverture au présent. Le présent de l'indicatif a des valeurs différentes selon son emploi. Deux valeurs sont à retenir dans notre cas. Le présent de l'énonciation, il correspond au moment où l'on parle. Je songe, je ne dors pas, ma solitude n'a pas d'hier, ma solitude aujourd'hui en ce moment. Le présent de l'énonciation. Le présent de l'indicatif, on a dit, a des valeurs différentes selon son emploi. Deux valeurs sont à retenir dans notre cas. Le présent de l'énonciation correspond au moment où l'on parle. Je songe, je ne dors pas, ma solitude n'a pas d'hier, aujourd'hui en ce moment. Je vois, maintenant que je parle, il me reste cet album pour égayer ma solitude. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. À bien réfléchir, je n'aime pas les bains morts. Ce présent annonce un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Elle révèle la présence d'un narrateur adulte et du moment d'écriture, moment de la parole, de l'énonciation. Il lui permet aussi de faire des commentaires. Ce ton est courant dans des genres littéraires comme l'autobiographie, le présent de narration. Il s'emploie pour rapporter des actions passées en les rendant plus vivantes et plus actuelles, donne une impression de direct. Ainsi, Sfriwi a recours à ce présent pour rendre cette scène qui appartient au passé et la montrer avec un effet précis. Au présent, je vois, annoncé ancré dans la situation, présent d'énonciation. Au passé, l'enfance, un petit garçon de 6 ans dressait un piège pour attraper un moineau. 2. L'enfant désire tant ce moineau. Il ne le martyrait pas, il va en faire son compagnon, il court, il revient s'asseoir sur le pas de la porte le soir, il rentre le cœur gros. Le mardi, jour néfaste pour les élèves du MSID, me laisse dans la bouche un goût d'amertume. Tous les mardis sont pour moi couleur de cendre, il faisait froid. L'imparfait pour enchaîner. Le premier chapitre de la boîte à merveilles est dominé par l'imparfait. Ce temps permettra au narrateur de peindre les lieux réels de son enfance, l'arguiel, l'impasse, la maison, la salle du MSID, les personnages qui l'ont marqué et le monde fabuleux dans lequel il trouvait refuge. Deux valeurs à souligner. L'imparfait associé au passé simple. Le premier pour décrire le cadre, le second pour dire la succession des événements. Portrait plus cadre de l'action. L'école était à la porte de Drbnouala. Le quai, un grand mec
à barbe noire, dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère, habitait la rue Gief. Je connaissais cette rue. Je savais qu'au fond d'un boyau noir et humide s'ouvrait une porte basse d'où s'échappait toute la journée un brouhaha continua de voix de femmes et de pleurs d'enfants. Cadre plus action, dès notre arrivée, nous grimpâmes sur une vaste estrade couverte de nattes après avoir payé 75 centimes à la caissière. Nous commençâmes notre déshabillage dans un tumulte de voix aiguë. Je retirai mes vêtements et restai tout bête, les mains sur le ventre. Dans les salles chaudes, l'atmosphère de vapeur, les personnages de cauchemar qui, si agités, la température finirent par m'anéantir. Je m'assis dans un coin, tremblant de fièvre et de peur. Je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient partout, couraient dans tous les sens, traînant de grands seaux de bois débordant d'eau bouillante qui m'éclaboussaient au passage. L'imparfait pour un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Il faudrait relier. Pardon, s'il vous plaît. Il faudrait relier ce temps au présent d'énonciation. Les deux se confondent. À 6 ans, j'avais déjà conscience de l'obscénité du monde et de ma fragilité. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance, de la chair au contact de la baguette de cognacier. La boîte à merveille, un roman d'objets. Une boîte sous le lit. La boîte à merveille est une boîte ordinaire contenant des objets ordinaires, des objets hétéroclites, en matière transparente, en métal, en nacre. Un bouton de porcelaine, des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor, des épingles, un cabochon en verre taillé, en diamant au vert, par Rahma, page 35-38, une chaînette de cuivre rongée de verre de gris offerte par sa mère, page 96. Pour les autres, ce sont des vieilleries de bijoux fabuleux et barbares aux yeux de l'enfant et pour la mère, un bout de verre qui peut causer une blessure. Page 39. La métamorphose et ses secrets. La transformation est de deux ordres. Le savoir-faire et l'imagination. Ainsi, une opération de nettoyage transforme le métal vil en métal noble. Je savais transformer le cuivre, cette vile matière, en or pur. L'imagination se charge du reste. L'objet devient fabuleux, chargé de vertu, porteur d'une histoire merveilleuse. Page 38. Ainsi, les plus humbles de mes boutons et de mes clous, par une opération de magie dont j'avais seul le secret, se muèrent en joyaux. Page 96. Les objets du plaisir et du mystère. L'enfant découvre le plaisir de ses sens très tôt grâce à ces objets. L'objet est regardé, contemplé et caressé. Il a une âme et une vertu de talisman. Il est source de jouissance. Il met les sens en extase. Page 13. Et avait un goût qu'il ne pouvait goûter de la langue et le pouvoir d'enivrer. Page 13. L'impuissance à en jouir pleinement est un moment difficile pour lui. Je sentais toute mon impuissance à en jouir pleinement. Je pleurais. Ce moment est pénible quand le sommeil empêche la contemplation. Mes yeux, hélas, n'avaient plus la force de regarder, sinon encore plus cruel quand les objets perdent leur pouvoir magique et deviennent des objets ordinaires. Cette constatation fut cruelle. J'éclatai en sanglots.
L'enfant, friand de contes, découvre aussi que ces objets racontent des histoires. Un bijou fabuleux, provenant à non pas de thé, de quelques palais souterrains où demeurent les puissances de l'invisible. Chaque objet parle son langage. Page 13. C'est un ami. Page 249. Peut-être un message, un talisman ou une pierre maudite. Les heures de chagrin, les objets qui fascinent l'enfant et l'enchantent ont une autre fonction. Ils lui permettent de conjurer tristesse et solitude. La nuit, la maison tomba dans le silence. Je me sentis triste. Je sortis ma boîte. La boîte à merveilles lui permet de s'évader d'un monde de contraintes et de malheurs, le monde réel, celui des adultes. Ce motif revient chaque fois qu'il est question de la boîte à merveilles. Pour échapper au bruit des tambours qui bourdonnaient encore sur mon crâne, j'ouvris ma boîte à merveilles. Moi, j'avais des trésors cachés dans ma boîte à merveilles. J'étais seul. À les connaître, je pouvais m'évader de ce monde de contraintes. L'enfant fait appel dans ces moments de détresse à ces objets, prêt à me porter secours. Grâce à sa boîte, il se sentira moins seul, moins triste. C'est dans de pareilles circonstances que l'enfant la retire de dessous son lit. Je me sentis triste et seul. Je ne voulais pas dormir. Je ne voulais pas pleurer. Moi aussi, j'avais des amis. Ils sauraient partager ma joie. Je tirai de dessous le lit ma boîte. À merveille, je l'ouvris religieusement, page 249. La boîte à merveille, étude panoramique. La boîte à merveille, étude panoramique. Dans son roman intitulé La boîte à merveille, Ahmed Sfrioui nous plonge profondément dans l'univers d'un petit enfant, lié intimement à une boîte secrète, capable de transporter au-delà, de le, trans- de le transporter au-delà de la réalité. Le roman fait s'immerger le lecteur dans la réalité d'une ville accueillante et pour le petit enfant et pour sa mère Zoubida, particulièrement après le départ du père, l'ex-tisserand de Haïk. Sidi Mohamed, enfant de 6 ans, s'infiltre sans cesse dans le monde des femmes, perpétuellement oisive et imprégné par le quotidien dispute, commérage, papotage, etc. Le roman est peuplé grâce au récit des personnages féminins, étant donné leur prolixité sans bride, le nœud de l'histoire, la faillite du père du narrateur, Abslam qui a perdu son capital dans le marché, dans le souk, le happy end. Le thème du retour est crucial dans la boîte à merveille. Le retour du père déclenche de nouveau la joie et le bonheur de la famille du narrateur. Le retour de Moulay Larbi, Lalla Aïcha reprend du camp sa vie conjugale heureuse. Le retour de l'enfant, Sidi Mohamed, re- ou plutôt redécouvre, ou plutôt réouvre sa boîte à merveille. Donc l'ethnographie. Ahmed Sfri se livre à décrire minutieusement des lieux à vocation à la fois religieuse et culturelle. Alors culturelle, LS, une seule consonne, attention, il y a une erreur là-dessus. Le sanctuaire, à titre d'exemple, ainsi que des personnages tels que Sidi al-Arafi, Chouafa, etc. Parallèlement, les remets non traduits du dialecte renforcent ce souci ethno. Donc, ce qu'il veut dire ici, c'est tout simplement donc, le fait de garder ces mots en arabe dialectal, il y a traduisent au renseigne sur un souci ethnographique flagrant. On est bien d'accord. Donc, le regard de l'enfant. Ethnographie, c'est quand on a affaire à une étude d'un peuple, de ses mœurs, de ses valeurs, de ses comportements, etc. Ok? Le regard de l'enfant. Étant donné qu'il est enfant, le narrateur a le droit à accent, sans accent.
Le verbe avoir, ok? Attention, il y a une erreur là-dessus. L'enfant a le droit de s'insinuer dans des zones bel et bien entièrement, bel et bien, ça veut dire entièrement, intime et sans aucun doute infranchissable. Prenons à titre d'illustration le bain mort. Effectivement, la scène du bain mort fait de l'enfant un espion qui guette le monde féminin en franchissant toutes les frontières. Description des corps des femmes, mamelles pendantes, cuisses humides, ventre ballonné, fesses grises. Étant donné qu'il est enfant, le narrateur a le droit de s'insinuer dans des zones bel et bien intimes et sans aucun doute infranchissables. Prenons à titre d'illustration le bain mort. Effectivement, la scène du bain mort fait de l'enfant un espion qui guette le monde féminin en franchissant toutes les frontières. Description des corps des femmes, mamelles pendantes, cuisses humides, ventre ballonné, fesses grises. Le pacte autobiographique. Tel tout écrivain autobiographique, Ahmed Sferi, quant à lui, promet de lecteur de lui communiquer un récit rétrospectif, sincère et véridique. J'avais peut-être 6 ans, ma mémoire était une cire fraîche, et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. Âge propice à la mémorisation, autobiographie sincère, pérennité aspirée. Le récit d'Ahmed Sferi est marqué surtout par des interventions ironiques. L'ironie, faire comprendre le contraire de ce que l'on veut dire. Il ironise sur Zineb qui s'intéresse à l'état maladif noir. Il ironise sur l'altitude de la Laïcha, la chanson. Le sanctuaire saint qui préfère intensément les chats. On a les systèmes de personnages. Sidi Mohamed le petit de 6 ans, le narrateur. Lalla Zubida, la mère du narrateur. Lalla Aïcha, l'ami de Zubida. Ma'alem Abslam, le père de Sidi Mohamed, Tisserand. Lalla Kenza, la voyante. Rahma, voisine. Elle habite au premier étage, la mère de fille que Sidi Mohamed déteste. La femme de Driss Laouet. Oui, elle habite au premier étage, attention. Fatma Bziouia, apprentie de Monsieur M, sans R, attention, Monsieur Abslam. Fatma Bziouia. Attention, Fatma Bziouia, c'est la femme de Alel le jardinier. Ok. Aussi, c'est la voisine de Sidi Mohamed. Elle partage l'habitation de la famille du narrateur. Abdallah l'épicier, le conteur, Omer du petit Sidi Mohamed. Omer, c'est un poète grec ancien. Sidi al-Arafi, le voyant aveugle qui va rassurer la Zoubida et son ami la Aïcha. Abdelrahman, le coiffeur. Salama, la marieuse qui va unir sur l'Arabie et sa deuxième épouse. Zohor, la voisine de la Aïcha qui lui a communiqué la vie que mène M. l'Arabie auprès de sa seconde épouse. Hammoussa, le collègue de Sidi Mohamed. de Sidi Mohamed. La structure de l'œuvre, c'est ce qu'on va voir, je pense, dans la prochaine vidéo. Donc, on est arrivé à quel... Alors, 38 minutes. C'est pas grave, on va aussi vous présenter la structure de cette œuvre. C'est pas grave. Donc, la structure de l'œuvre, de chapitre. Chapitre 1, on a la solitude de l'enfant. Les habitants de Darchouf, la présentation de ces habitants, les cérémonies de la voyante. Et on a aussi l'intervention de l'enfant dans l'intimité des femmes. C'est la scène du bal mort. On a aussi la dispute de Lala Zubida et Rahma. Chapitre 2, on a l'Umsid, un espace étouffant, la visite du sanctuaire par la Laïcha et Lala Zubida, le mausolée Sidi Ali Bouralib. Le fqih d'Umsid. Alors, chapitre 3, on a le fqih d'Umsid, une misère ridicule. La disparition de Zineb, exactement, c'est dans ce chapitre. Son retour était l'occasion d'organiser une cérémonie et aussi de la réconciliation. La réconciliation de la Rahma, de la Zubida et Rahma, la femme de Driss Laouet. Chapitre 4, la visite de la Aïcha. Zubida et Aïcha se livrent à leur commérage et Sidi Mohamed part au jeu sans la préposition à, au jeu, avec les enfants. Chapitre 5. La faillite de Moulay l'Arbi. La Aïcha vend ses bijoux. La mort du coiffeur.
Sidi Mohamed Ben Tahar. La faillite de Moulay Al-Arabi, c'est au chapitre 5. Attention. Lalla Aïcha vend ses bijoux. Exactement. La mort du coiffeur Sidi Mohamed Ben Tahar. Chapitre 6. Le nettoyage du msjid par les enfants. L'achat des nouveaux vêtements à l'occasion de la Ashura. Chapitre 7. Les festivités de la Ashura. Sidi Mohamed part au msjid pour festoyer l'occasion. Chapitre 8. Combat entre le père du narrateur avec le dlal rusé. Le jour où il emmène Zobida pour lui acheter des bracelets. Le remariage de Moulay Al-Arabi avec la deuxième femme. Avec sa deuxième femme. On parle là-dessus de ce qu'on appelle la polygamie. Chapitre 9. Ruiné. Après avoir perdu son capital, Abdeslam laisse sa famille pour aller travailler aux environs de Fès afin de rétablir son atelier et sa fortune. La visite de Lalla Aïcha, changement de celle-ci, décision d'aller consulter le voyant Sidi Al-Arafi. Arafi, pas l'Arafi, Arafi. Chapitre 10. La visite de Sidi Al-Arafi, le voyant aveugle a pu remédier aux commentaires féminins. Le père absent parvient à ravir sa petite famille délaissée par l'envoi d'une somme d'argent. Exactement. Chapitre 11. Le martyr dont souffre Moulay Al-Arabi auprès de sa nouvelle épouse. Salama la marieuse avoue sa responsabilité. Le dernier chapitre. L'abstinence du petit Sidi Mohamed à l'homicide. Le retour du père, joie de la famille. De Moulay Al-Arabi aussi, on a le retour de Moulay Al-Arabi, tranquillité d'âme de Lalla Aïcha. La réouverture de la boîte à merveille par le petit enfant qui s'insinue de nouveau dans son petit monde. Alors, on se contente de cela. Il y a des questions de compréhension qui concernent des chapitres. Est-ce qu'il y a des réponses ou non ici? Très bien. Donc, on se contente de cela. Voilà tout ce qui concerne cette vidéo. N'oubliez pas d'appartenir à notre famille en cliquant sur s'abonner. Et au revoir.